Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 7e étape du Tour de France Femmes. On va revenir sur le parcours, gastronomie, tourisme comme d'habitude, et également sur les difficultés techniques. Là il faudra être très attentif parce que vous allez voir que ça risque d'être un petit peu les jeux du cirque du côté de ce final à Chambéry. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur les dernières étapes, mais surtout, quels sont vos favorites et quelle est votre grosse cote du côté de cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et plus vous cliquez rapidement sur les notifications et sur les miniatures, plus les vidéos sont mises en avant. Et ça permet également de me soutenir. Étape numéro 7, présentation de la journée. Encore une fois, des difficultés qui se concentrent sur la fin d'étape, sur la dernière heure et demie de course, en gros, ce qui va permettre pour la télévision de ne pas rater grand-chose, normalement. Parce que je rappelle que les étapes ne sont pas diffusées en intégralité. Ce qui m'a permis de me rappeler que les étapes de plat pas diffusées en intégralité, c'était une bonne idée. Comme ça permet d'éviter de s'ennuyer trop longtemps. Bon, une étape encore une fois avec des difficultés, donc qui se concentre sur la dernière partie d'étape. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu dans les Pyrénées, du côté de l'étape de Auch, du côté de l'étape de Pau aussi. On avait en gros 2 tiers de plat pour 1 tiers de montée. C'est ce qu'on aura du côté de cette journée. Le final est extrêmement dangereux. C'est un truc qu'on propose plus aux garçons depuis 10 ans. Ce type de final-là, à côté de Poggio, c'est de la gnognotte, hein, vous allez voir, mais la descente de Milan-San Remo à côté, c'est hyper facile. Je trouve que ça, c'est inadmissible de la part du Tour de France féminin. Je vais le dire, je ne vais pas cacher mes mots. C'est inadmissible de la part de Marion Rousse. Elle a été cycliste féminine et là, elle envoie les filles au casse-pipe. Tiens, il y aura des chutes dans cette descente, c'est sûr. Encore une fois, je rappelle que dans le cyclisme féminin, contrairement aux garçons, et déjà aux garçons, il y aurait eu des chutes avec cette descente, parce qu'il y aurait eu beaucoup de chutes, souvent les filles, notamment en France, ne sont pas forcément passées par les écoles de cyclisme ou n'ont pas forcément été jeunes dans les écoles de cyclisme. Par rapport aux garçons. Les garçons, souvent, ils commencent le cyclisme maintenant à 5-6 ans, et puis parfois les filles, elles sont arrivées plus tard au cyclisme. La différence, elle se fait sur la maîtrise technique. Parfois, on a en plus des filles qui viennent du triathlon, du duathlon, où le cyclisme se fait pas dans des pelotons aussi nombreux et avec autant de difficultés sur les parcours. Là, je ne sais pas comment ça va se passer vraiment le final. Mais même chez les garçons, on aurait eu des chutes. Hein. Enfin, je le dis. Ça, on ne l'aurait pas proposé pour des garçons. Alors pourquoi on le propose pour des filles? Voilà. Mais comme en termes de sécurité, j'ai l'impression que quand c'est les filles, il y a plus souvent du laisser-aller que quand c'est les garçons de la part des organisateurs. Si on décide que c'est le Tour de France femmes, donc il y a le mot Tour de France, donc on s'attend au même niveau d'organisation que chez les garçons. Qui dit même niveau d'organisation, normalement, dit même niveau. Oui, même niveau de concentration, de vérification des parcours pour éviter les plus grands dangers. Là, vous allez voir, les 5 derniers kilomètres, c'est la fête du slip. Hein. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. De faire une arrivée de ce type-là, c'est pas normal. Mais bon, c'est pas comme si sur ce Tour de France Femmes, on utilise des routes qui sont parfois beaucoup plus étroites que chez les garçons. Enfin voilà, il y a plein de choses où tu vois que c'est... En termes d'organisation, on met moins de moyens de la part d'ASO, tout simplement, sur ce Tour de France Femmes. Et quand Christian Prudhomme dit le Tour de France Femmes est la locomotive du cyclisme féminin, alors déjà merci pour la Bretagne Classique, qui je pense a plus soutenu le cyclisme féminin sur les 20 dernières années qu'ASO. Merci pour le Tour d'Italie féminin, qui a je pense plus soutenu le cyclisme féminin sur les 20 dernières années que ASO, parce que ASO, je rappelle, Marianne Vos avait dû faire des pieds et des mains pour avoir la course by le Tour de France. À ce moment-là, le Giro, il y avait déjà 10 jours de course.
Ce serait bien de remettre les choses en perspective et dans leur contexte. Et rappeler parfois quelques vérités, même si ça fait mal, du mal à entendre. Donc là, on a vraiment l'impression que, oui, et on a aussi l'impression que Chambéry voulait une arrivée à cet endroit-là et qu'on a dit, ok, vous donnez 200 000, vous aurez l'arrivée à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas du côté du Tour de France. À partir du moment où tu payes, tu mets l'arrivée où tu veux. Voilà. Et après, en gros, ASO se démerde. À partir du moment où ça peut accueillir les VIP, on n'en a rien à faire, que ça soit dans une zone très technique. On a pu mettre les VIP. Le problème, c'est qu'ASO, quand on dit ça, se fout souvent de la gueule de Flanders Classic, alors qu'ils font la même chose. Les VIP, en priorité, les coureurs, c'est pour le divertissement. De toute façon, l'idée est de ramener de l'argent aux actionnaires. Hein. Ça, c'est l'objectif numéro 1 d'ASO. Donc j'espère qu'on n'aura pas de grosses chutes, mais là je vais cramer des cierges à Lourdes, hein. Alors ça va faire un peu loin l'aller-retour. Je vais cramer des cierges à l'église, parce que là il faut vraiment s'attendre à un miracle. Et puis pour le reste, pas de grand pourcentage, sauf sur une difficulté du jour qui est la côte de Berland, où là, c'est marrant, cette côte de Berland qui est placée juste avant la dernière difficulté du jour, et qui va amener pas mal de difficultés dans le final, avec des pourcentages. Donc c'est presque le pied qui va faire plus mal que la côte suivante en elle-même, le col du Granier, qui est assez régulier, ce col du Granier. Par contre, cette côte de Berland, qui est au pied de ce col du Granier, c'est même avant le pied, c'est vraiment le contrefort de ce col du Granier, et bien là, il y aura des beaux petits pourcentages à cet endroit-là. Donc on verra si ça lancera des hostilités du côté de cette étape. Mais j'ai peur qu'on se retrouve en plus sur la descente à avoir genre un groupe de 10 ou 15 filles. Et là, ça va être une catastrophe, surtout que c'est une descente avec beaucoup de pentes. On sait que quand il y a beaucoup de pentes, au niveau des freinages, c'est plus compliqué parce qu'on a tendance parfois à délester un peu de l'arrière. Donc c'est vraiment technique, les descentes avec beaucoup de pentes. Et là, c'est les jeux du cirque. Vraiment, dans les 5 derniers kilomètres, ça va être les jeux du cirque. Bon, on regarde tout de suite le parcours. Avant de regarder le parcours, pardon. Dénivelé positif de cette étape, 2034 mètres, c'est la 4e étape dans ce classement du côté du dénivelé positif. Ce qui en fait techniquement l'étape de montagne la plus simple. Du côté des différents classements, eh bien, on aura du côté de cette étape 55 points pour le classement du maillot vert, c'est-à-dire 25 points au sprint intermédiaire, 30 points à l'arrivée. Pas de sprint bonification, donc on n'aura que 10, 6 et 4 secondes à l'arrivée du côté des bonifications. Et donc on a 2 cols de deuxième catégorie, ce qui va donner 5 points à la fille qui passera en tête, plus 2 points dans la côte de 4e catégorie, ce qui fait donc 12 points en tout pour le classement de la montagne. Je crois que nous avons tout dit au niveau des enjeux sportifs. Nous allons passer donc du côté du parcours. Ce parcours entre Bourg-en-Bresse, j'ai retenu la leçon, et Chambéry, 160 km au programme, dont, oui, une 102 de plat. 105 même de plat, jusqu'à Saint-Jean-d'Avelanne. Donc on regarde le début de parcours. On passe par Château-Gaillard, par Saint-Sorlin en Burgé. En fait, on descend le long de la vallée du Rhône. Hein. En gros, c'est un peu l'idée. L'idée, on suit le couloir comme ça pour récupérer un petit peu la montagne. Le sprint intermédiaire qui sera Groslay-Saint-Benoît. Ensuite, on passe à Bragné-Cordon, Romagneux. Le pont de Beauvoisin, ça doit vous dire quelque chose, peut-être le nom de cette commune, c'était l'affaire de la petite Maëlys, voilà, qui s'était passée du côté de pont de Beauvoisin. De toute façon, je dirais dans ce coin-là, ces dernières années, du côté de Faites entrer l'accusé, il y a eu pas mal d'affaires dans cette région. La côte de Saint-Franc, première côte du jour au kilomètre 111,5 pour le sommet, c'est-à-dire à 50, un peu moins de 50 km de l'arrivée, même précisément 3 km 8 à 7,1 de moyenne, côte de deuxième catégorie. On regarde tout de suite le profil un peu plus en détail de cette difficulté. Au départ, c'est dur, ensuite, il y a un replat. Voilà, comme vous le voyez, la côte, c'est sur les 2 premiers kilomètres et demi où ça va être compliqué, au-dessus de 8%. Voilà, au-dessus de 8%, ça commence à être un bon petit pourcentage. J'ai chez des filles, à partir de 7,5, même à partir de 7, on peut commencer à faire des différences. Parce qu'il y a aussi un peloton qui est un peu moins homogène
que chez les garçons en termes de niveau, hein. Il y a plus de disparité. Chez Saint-Michel, Aubert 93, ils ont un camping-car. De l'autre côté, ils ont des bus. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi l'écart de moyens entre les différentes équipes au départ de ce Tour de France, alors que la Tudor ou la Cofidis, chez les garçons, ils ont des bus comme du côté de la UAE. Donc voilà, du côté de la Saint-Michel, par exemple, je suis pas sûr qu'on ait un chef tous les soirs qui vous fasse des bons petits plats comme ceux qu'on a vus du côté des garçons. Donc la côte de Saint-Franc, vous voyez, donc sur les premiers kilomètres, c'est là où ça va être la difficulté. Ensuite, c'est un petit peu plus plat. Voilà, sur le sommet, ça s'arrondit légèrement. On enchaîne ensuite avec un petit peu de vallée. Donc ça va surtout servir de mise en route, hein, pour réduire l'écart avec l'échappée, mais ensuite on aura encore un petit peu de vallée pendant une dizaine de kilomètres, avant de récupérer le pied de la côte de Berland, une côte de 1,2 km à 7,1 de moyenne, côte de 4e catégorie, au kilomètre 124,5, cette côte de Berland, une côte difficile, 35 km de l'arrivée à peu près, cette côte de Berland, et vous voyez, comme je vous le disais, c'est sur les premiers kilomètres, on va avoir pas mal de pourcentage. Le souci, c'est qu'on est encore assez loin de l'arrivée, donc est-ce que ça va vraiment faire des différences à cet endroit-là? Ce n'est pas sûr. Et puis ensuite, la côte est extrêmement courte, donc même si on a des pourcentages, c'est sur 600 mètres. Donc ça reste court, voilà, pour véritablement faire des écarts. Mais c'est vrai que le pied, parce qu'on peut presque considérer que c'est un pied de col, cette côte de Berland, parce que même si le col du Granier techniquement commence ici, vous voyez que jusqu'à Saint-Pierre-d'Entremont, on va avoir quasiment pas de descente et simplement un replat, hein, du côté de Saint-Pierre-d'Entremont. Donc cette côte de Berléand. Ensuite, donc on continue à être en prise, j'irai entre 4 et 5% du côté de la suite de la montée jusqu'à Saint-Pierre-d'Entremont. À Saint-Pierre-d'Entremont, c'est le pied de la dernière difficulté du jour, le col du Granier, 8,9 km à 5,3 de moyenne, qui sera également le sommet de cette étape à 1128 mètres d'altitude. On regarde tout de suite ce col du Granier. Pas très dur, hein. Ça manque de pourcentage, ce col du Granier. Tout simplement. Donc, est-ce que la longueur va faire des différences? J'ai peur qu'au sommet, on se retrouve à 10 ou 15 filles. Voilà. Qu'on ait du mal à réaliser et à faire des écarts. Ce qui fait qu'ensuite, ça peut rendre la course un peu technique et tactique derrière. Forcément, dans la descente, certaines filles prendront des risques, ça c'est clair et net, pour tenter de faire la différence, mais aussi tactique parce que ça risque de se regarder pas mal quand même à certains moments. Un peu dans le blanc des yeux entre les filles qui auront peut-être fait la meilleure impression du côté de cette montée. L'avantage, c'est que bon, même si on perd 10 ou 20 secondes aujourd'hui, le col de la Madeleine, les 20 secondes, on arrivera à les récupérer rapidement, comme du côté de Jouplane dimanche. Donc normalement, ça devrait pas être trop compliqué de récupérer du temps, mais voilà, ce col du Granier, qui n'est pas extrêmement difficile. Alors, est-ce que cette étape va convaincre le peloton de laisser partir l'échappée parce qu'on n'aura pas assez de difficultés? Je ne suis pas quand même sûr non plus du côté de cette étape, parce qu'il y a des différences que l'on peut faire dans la dernière partie de journée avec cette descente. On regarde les jeux du cirque. Voilà. Là, ce sont les 5 derniers kilomètres que vous avez à l'écran. Je crois que depuis le début des vidéos, on a le roadbook. Je n'ai jamais vu autant d'indications sur un roadbook sur les 5 derniers kilomètres. Quand il y a autant d'indications, c'est que je pense que c'est une mauvaise idée de faire l'arrivée dans cette zone-là. Normalement, ça devrait cogiter du côté des organisateurs. Bon, à 5 km, on rentre dans Chambéry, hein, en fait, quasiment. Et on a tous les soucis que l'on peut avoir dans une descente en ville. Ralentisseurs qui vont être pris à haute vitesse, plus les ronds-points, plus les rétrécissements. Ça va être un calvaire. Voilà. Jusqu'au kilomètre, c'est un calvaire. Là, on va avoir 4 km où on enchaîne ralentisseur, rond-point, virage serré, épingle sur 4 km. Donc là, si dans cette zone-là, il n'y a pas une chute, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle à la fin. Je pense que du côté du cyclisme, on devrait arrêter d'espérer d'avoir des miracles. Ce qu'on a vu, ça marche assez rarement. Hein. Mais là encore, voilà, vous voyez, flamme rouge, 5 km. Hein, je ne vous mens pas, hein, sur cette zone-là, et on a combien? On a un enchaînement de difficultés, de terre-plein, de ralentisseurs. Enfin. Et je rappelle que jusqu'aux 2 km, on est en descente. Hein.
Parce qu'après, c'est du faux plat descendant, on va dire, sur des derniers kilomètres. Mais jusqu'à 2 km de l'arrivée, c'est-à-dire cette portion-là, se fait, hop, hop, sur de la descente avec énormément de pente. Moi, je pense qu'on attend des fractures de la clavicule du côté d'ASO, mais c'est un peu l'idée que j'ai, voilà, quand on propose ce type d'arrivée dans le final d'une journée. Et encore une fois, ça, on ne l'aurait pas proposé chez les garçons. Et si on l'avait proposé chez les garçons, je pense qu'il y aurait 2-3 mecs qui auraient gueulé. Voilà. Parce que vu que déjà, il y avait eu quand même un début d'engueulade avec Remco Evenepoel et les organisateurs sur l'affaire, je dirais, de l'étape de la rue Le Pic. À côté de la rue Le Pic, c'est facile. Hein. Là, moi, j'ai jamais vu ça. C'est là, très clairement, idée à la con. Idée à la con des organisateurs. Voilà. Ça va être une catastrophe. On le sait qu'il va y avoir des chutes. Voilà. Donc, et puis en plus, tu vas dire, ah bah oui, mais les filles, elles ont qu'à pas décider d'aller vite. C'est une arrivée d'étape. Ce sont des compétitrices quand même. L'objectif est de gagner le Tour de France. Voilà, les organisateurs devraient l'anticiper normalement. Donc non, elles vont tout donner pour essayer de gagner. Et donc, c'est là où on va avoir des catastrophes. On a même encore un dodan dans le dernier kilomètre. Hein. Ça devrait être interdit, les dodan dans le dernier kilomètre. De toute façon, cette arrivée-là, je pense, devrait être interdite du côté du CI. Bah, quand on parle de sécurité, quand on dit « Oh ben non, la faute, c'est les coureurs ». Oui, bah là, on le voit bien, la faute, c'est les coureurs, hein, vraiment. C'est vrai qu'il n'y a que le comportement des coureurs hein, qui provoque des chutes dans le monde du cyclisme. Bon, on regarde tout de suite la carte pour finir cette découverte de la journée. Donc comme je vous disais dans la première partie, hein, on va longer la vallée du Rhône et puis ensuite on va attaquer la montagne pour essayer de prendre les premières difficultés du jour. Voilà, pour arriver dans Chambéry, du côté de cette fin de journée. On regarde tout de suite le tourisme dans la région. Le tourisme du côté de cette journée, on commence par Bourg-en-Bresse, par le lieu de départ de cette étape, avec le monastère royal du côté de cette journée, le monastère royal de Brou, 1513-1532 pour les amateurs d'histoire de l'art. C'est du gothique flamboyant pour ceux qui ont fait histoire de l'art au collège. Ce chef-d'œuvre a été édifié à l'aube de la Renaissance par Marguerite d'Autriche pour perpétuer l'amour qu'elle portait à son défunt mari, Philippe le Beau. Parce qu'il était beau gosse. Duc de Savoie. Retourné en Belgique pour assurer la régence dans l'attente de la majorité de son neveu, Charles Quint, Marguerite d'Autriche choisit elle-même les chefs de chantier. Ça veut dire qu'elle avait vraiment... voilà, c'était vraiment un amour... elle était vraiment très fidèle dans son amour avec Philippe le Beau. Donc elle va choisir également les peintres, les sculpteurs, elle va vraiment s'occuper de tout. Hein. C'est peut-être la première maison Mickey de l'histoire, ce monastère royal de Brou. Le monastère confié aux Augustins possède 3 cloîtres dont la situation n'a pas évolué. Et Marguerite d'Autriche avait prévu d'y achever son veuvage, mais elle va mourir trop tôt. Donc 2 ans après sa mort, elle y est enterrée auprès de son époux et de sa belle-mère. Comme quoi, elle n'était pas... elle aimait vraiment son mari, certains diraient. Et menacé de destruction pendant la Révolution, il est finalement déclaré monument national et préservé. Il a été élu monument préféré des Français en 2014 par Stéphane Bern. Du côté de Bourg-en-Bresse, vous avez également des quartiers anciens à visiter dans la ville. Je vous les montre. Hop là, en Illage, à côté d'un haut tacos. Disons, c'est peut-être le plus beau haut tacos de France. Ça, c'est une photo de l'Office du tourisme hein, de Bourg-en-Bresse. Hein, donc, voilà, j'ai choisi des belles photos. Vous avez donc des maisons à colombage, comme vous pouvez le voir, avec d'élégantes façades de centre-ville. Vous avez la cocathédrale Notre-Dame, avec une légende de la Vierge Noire. Puis vous avez aussi... l'ancien couvent des Dominicains, de nombreux parcs, jardins, fontaines également du côté de cette commune, du côté de Bourg-en-Bresse. Vous avez également une base de loisirs à Bourg-en-Bresse et vous avez également l'une des seules apothicailleries en France qui possède un laboratoire en parfait état de conservation.
voilà, dans la région. Donc ça, c'est également à visiter du côté de Bourg-en-Bresse, si vous avez un petit peu de temps, si vous êtes du côté de cette zone de départ de cette étape du Tour de France Femmes. On poursuit avec Château-Gaillard. Château-Gaillard, alors c'est une commune qui a donc ce château qui domine vraiment toute la commune de Château-Gaillard. Un château qui, normalement, ne s'appelle pas le château de Château-Gaillard. Même si le château de Château-Gaillard est dû au château, mais le château ne s'appelle pas le château de Château-Gaillard ou le Gaillard château, on ne sait pas. Non, ça s'appelle le château de Rémens. Voilà. Qui a été construit entre 1344 et 1347 lors des guerres delphino-savoyardes. Sauf que, en fait, il va être utilisé seulement une dizaine d'années. Parce que les guerres vont se terminer en 1355, donc il a quasiment pas servi ce château. Et il faut savoir, il n'a quasiment pas servi. Il a été construit et ensuite quasiment détruit. Et en 1357, ce château de Rémens va être inféodé. C'est pour ça qu'on parlera ensuite de Château-Gaillard et plus de Rémens. Voilà. Alors, il reste un pan de mur, des fortifications médiévales et qui domine l'actuel boulodrome, voilà, qui est présent. Donc vous avez le boulodrome également qui est dans ce coin-là. Ça permet à peu près, la taille du boulodrome, c'était environ la superficie du château. Voilà. Du côté de ce château Gaillard. Mais château intéressant. Alors, donc vous pouvez voir que les ruines de ce château, mais c'est quand même intéressant d'avoir mis autant de moyens pour une durée de vie aussi courte au final. On poursuit après Château Gaillard avec un festival. C'est vrai qu'on parle assez peu des festoches de musique. C'est le printemps de Pérouges, à pas confondre avec le printemps de Bourges qui se déroule à Saint-Maurice-de-Rémens. Alors bien entendu, je vais faire un petit peu mon tiré à dents. Le meilleur festival de musique au monde, c'est forcément le festival de Bourges. Non, plus maintenant. Avant, c'était bien le printemps de Bourges. Maintenant, il y a des mecs qui se retrouvent à chanter dans le festival. Tu te demandes ce qu'ils foutent là, mais bon. C'est plus comme avant. Mais du côté de Saint-Maurice de Rémens, eh bien, on a ce printemps de Pérouges, créé en 97 pour accueillir eh bien, des concerts de musique classique dans la cité médiévale, sauf que désormais on accueille également des groupes de musique de variété. On a eu Sting, Scorpion, Johnny Hallyday, Santana pour les amateurs de rock. On a eu également Soprano, Necfeu pour les amateurs de rap. Je vais faire de musique urbaine, comme aux Victoires de la musique, faut dire comme ça. Et donc en 2025, on a accueilli donc à Pérouges eh bien, Soprano, Gims, Julien Doré, Kenji Girac. Ces trois sœurs qui ont fondé ce festival, Marie-Annelise et Elsa Rigaud. Voilà. Et maintenant, il se déroule au château de Saint-Maurice-de-Rémens depuis 2023, qui était également la demeure d'enfance de Saint-Exupéry. Voilà, donc l'aviateur, l'auteur du Petit Prince également, Saint-Ex. Plus facile à prononcer comme ça. On poursuit du côté de cette étape avec le village de Villebois. Alors le village de Villebois, la ville même de Villebois, oui, 1290 habitants. C'est un gros village, on va dire ça comme ça, qui s'est fait connaître par ses carrières et sa pierre que vous voyez à l'écran, la pierre de Villebois, qui est utilisée dans pas mal d'édifices en France, notamment du côté de Lyon, devant l'Hôtel-Dieu, sur les quais, à Valence, à Vienne, à Givors également, mais aussi en Suisse. Alors on a commencé l'exploitation de la pierre dès 1695 au moins, mais c'est surtout dans la deuxième partie du XVIIIe siècle que cette industrie va connaître son apogée. Voilà. C'est également connu pour les amoureux de canyoning avec la descente de Réby. Voilà. Et puis il y a également un personnage célèbre dans cette commune de Villebois, c'est Joseph Récamier. Joseph Récamier, qui est mort en 1852, né en 1774, qui est le fondateur de la gynécologie moderne. Aucun rapport avec le canyoning. C'est une vanne de beauf, on la garde celle-là, on la prend, on la saisit, hop là. Qui a vécu à Villebois, où son oncle
Ah, c'est pas une blague, c'est vrai, dans l'histoire, c'est le texte de ASO, où son oncle était curé. Vous en faites ce que vous voulez hein, de ça. Il l'a éduqué, il lui a appris de latin. Quand il a annoncé à son oncle qu'il voulait être gynéco, la pilule a peut-être été difficile à avaler pour Joseph, pour l'oncle de Joseph Récamier. On poursuit du côté de cette étape eh bien avec un château encore, du côté de cette journée, voilà, je l'ai à l'écran. On est du côté de la commune de Brégnier-Cordon, c'est au kilomètre 80. C'est le lieu qui a inspiré certainement à Stendhal l'intrigue du Rouge et le Noir. Et donc vous avez le château de la Barre, construit en 1344, remanié au XXe siècle. Il appartenait, alors c'est un fief pardon, qui appartenait à Guillaume de Cordon, qui était chevalier, qui en fait hommage la même année à Louis de Savoie. La seigneurie reste dans la famille jusqu'en 1435. Il reste peu de choses de l'ancien château du Moyen-Âge. Les Laforest, ou les Laforest, je ne sais pas comment on doit le prononcer, peut-être les Laforest, hein, EST à la fin, ça va être Laforest, qui héritent au XVIe siècle, vont le transformer. La Barre en demeure désormais devient une demeure d'agrément avec de beaux jardins. Et donc c'est ce qui a donné le Rouge et le Noir. C'est dans ce château qu'aurait eu lieu le fait d'hiver qui a aspiré à Stendhal l'intrigue du Rouge et du Noir. Et pas du tout à Jeanne Masse. Alors aujourd'hui, c'est le festival des blagues. On passe à Aoste. Aoste, en France, qui n'est pas lieu du jambon d'Aoste. Le jambon d'Aoste, c'est en Italie. C'est à l'intérieur de Aoste, vous avez le musée gallo-romain. À l'intérieur de ce musée, eh bien, vous pouvez retrouver l'évocation de la vie quotidienne dans la ville antique d'Augustum à la période gallo-romaine, parce que le nom d'Aoste provient d'Auguste. C'était une petite ville romaine située au carrefour de plusieurs voies, dont l'une menait à Vienne, qui était capitale de la province. Et ensuite une autre à Lyon. Voilà, il y en avait une autre qui allait vers la Suisse, et la troisième en Italie à Aoste, la vraie ville d'Aoste. Voilà. Donc la cité était alors un haut lieu de fabrication de verrerie et de poterie de très bonne facture, et sa production était exportée dans tout l'Empire romain. Et on termine avec les échelles. Les échelles, c'est également un petit village, mais à l'intérieur duquel vous avez cet endroit magnifique. Alors, vous êtes à côté, à cet endroit-là, des grottes de Saint-Christophe. Les grottes sont célèbres en raison de leur mitoyenneté avec la voie sarde et leur proximité avec la frontière entre la France et le duché de Savoie, puis le royaume de Sardaigne. Ça a été pendant très longtemps un poste frontière, voilà, entre la France et la Savoie, ou ensuite pendant quelque temps l'Italie. Son nom vient du fait que les ducs de Savoie, futurs rois de Sardaigne, adaptèrent ce passage déjà aménagé par les Romains en route royale pour les diligences au cours du XVIIe siècle. Voilà. Et il est inscrit au monument historique depuis 1952, selon certaines sources. Une des nombreuses caves situées dans le site des grottes des Échelles abrita le célèbre contrebandier français Louis Mandrin, et qu'il aurait caché son trésor dans une des grottes de Saint-Christophe. Les Chamettes, c'est du côté de Chambéry, le lieu d'arrivée de cette étape. Alors du côté des Chamettes, c'est un lieu qui date du XVIIIe siècle, situé au cœur d'un vallon préservé sur les hauteurs de Chambéry. Cette maison est le lieu de vie de Jean-Jacques Rousseau pendant quelques années. Classée monument historique et maison des illustres, la demeure rouvre ses portes après quelques travaux de rénovation. Vous avez des parcours de visite originaux pour vous plonger. Voilà, vous avez notamment des expériences, je pense, avec de la réalité virtuelle, de la VR, parce qu'on nous dit des nouvelles expériences sensorielles.
Donc je pense que c'est de la VR. Je rappelle encore une fois que j'utilise le site du Tour de France d'ASO. Vous pouvez retrouver des lieux un peu plus importants également sur cette étape, sauf pour la partie sur Château-Gaillard, où là, il n'y avait aucune information sur le site du Tour de France. On poursuit avec le château des Ducs de Savoie. On a eu sur ce Tour de France pas mal de châteaux avec des ducs. Je pense du côté de Poitiers, sur le Tour de France femmes notamment, mais les ducs de Bretagne aussi. Le château des Ducs de Savoie, première édification au XIe siècle, il a été modifié plusieurs fois au XIIIe et au XVe siècle. Style médiéval, et au fur et à mesure du temps, on a rajouté du style gothique. Alors le château a subi plusieurs incendies, et à partir du XVIIIe, les premiers préfets engagèrent des travaux, notamment au moment du rattachement de la Savoie à la France en 1860. Il va être concédé gratuitement au département, qui va faire une grande restauration demandée par Napoléon III, avec entre autres une nouvelle aile et un escalier monumental pour la tour de Mironde. Désormais, il est affecté au service de la préfecture de la Savoie et au conseil départemental de la Savoie et de l'académie de Savoie, donc je pense qu'il n'est pas visitable, sauf peut-être pendant les journées du patrimoine. Et puis, par contre, vous pouvez voir les extérieurs de ce bâtiment. Et puis on termine avec la fontaine des trois éléphants. Non, la fontaine des éléphants tout court, parce qu'il n'y en a pas trois, en fait il y en a 4. Elle est aussi connue localement comme le nom des 400 culs. Toujours encore une fois, la vidéo la vidéo vraiment parfaite hein, aujourd'hui en termes d'humour, en termes vraiment de... On se croirait dans cette tabou, dis donc, avec ce genre de blague. La fontaine des éléphants est le monument emblématique de la ville, érigé en 1838 pour rendre hommage au général de Boigne, grand bienfaiteur de Chambéry. Elle a été entièrement restaurée en 2015. 17 mètres de hauteur. C'est à la fois une fontaine, une colonne, une statue, et vous avez 4 éléphants, mais sur ces 4 éléphants, on ne va voir que la trompe sur les 4 côtés. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle plus connue sous le nom des 400 culs, parce que 400 culs, tout simplement, vous en avez 4 éléphants, mais vous ne voyez pas leur derrière. Classé monument historique depuis 1982. Voilà, du côté de cette ville de Chambéry. On va passer tout de suite à la gastronomie. La gastronomie dans la région, eh bien vous avez déjà le poulet de Bresse. Voilà, la poule de Bresse du côté de Bourg-en-Bresse, qui est une appellation d'origine contrôlée et même protégée depuis 1996. C'est une poule très particulière parce qu'on va utiliser des gauloises blanches. Voilà. La crête est tombante du côté de ce poulet, et ce sont des poulets de type méditerranéen avec des oreillons blancs et une ossature fine. Voilà. Alors chaque variété, vous avez 4 variétés véritablement de poules de Bresse. Vous avez la blanche, voilà, qui est exploitée et reconnue comme AOC. Vous avez la noire, la grise et la bleue qui, elles, ne font pas partie de l'AOC. Voilà. Donc bien entendu, le poulet de Bresse, il est très connu sur les étals des magasins parce que vous avez la tête forcément avec la poule de Bresse, et c'est la poule de référence. Une poule de Bresse, c'est une viande de très haute qualité. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est un peu la Rolls-Royce de la volaille, mais ça coûte moins cher que de l'agneau, voilà, ça doit coûter à peu près une vingtaine d'euros du kilo. Alors de l'agneau de qualité, hein, je parle pas de l'agneau, voilà, mais en France, de l'agneau français va coûter beaucoup plus cher que du poulet de Bresse, ou même du veau, ou je ne sais pas quelle autre viande. Là, c'est vraiment la Rolls-Royce de la viande, souvent utilisée à Noël, hein. Bien entendu, cette poule de Bresse. On poursuit avec Aoste. Alors là, vous vous dites, depuis tout à l'heure, je vous dis Aoste, c'est pas là où on fait le jambon d'Aoste. Oui, mais par contre, c'est là où existe le groupe Aoste, avec un E. Aoste avec un E, vous savez, le spécialiste de la charcuterie dans le commerce, qui a été créé en Isère, à Aoste, dans la commune. Donc voilà, par Roger Rébier, qui est donc le fondateur de
Aoste. Alors il faut savoir que Aoste possède énormément de marques aujourd'hui. C'est eux qui ont créé Justin Bridou. Ils ont également Cochonou. Ils ont également une autre marque que j'ai oubliée, c'est Campo Frio. Je ne sais plus quelle est la dernière marque qu'ils possèdent aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'une partie maintenant de ce groupe Aoste est possédée par un fonds d'investissement chinois, Shangui International Holding, depuis 2013. Et donc, du côté de Aoste, le groupe avait essayé que le nom Aoste appartienne à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, mais on a considéré que c'était trop proche avec le jambon d'Aoste. Donc ça a été annulé. Voilà, cette appellation Aoste, on considérait que c'était trop proche, qu'il pouvait y avoir tromperie pour le consommateur. Voilà. Donc ils ont inventé, ils ont inventé quoi du côté d'Aoste? Ils ont inventé le jambon en grande tranche, par exemple. Voilà. Ils ont également fait le jambon entier aux morilles. Le jambon extra fin pour l'apéritif, voilà, parmi les inventions. Et puis le bâton de berger, voilà aussi du côté de Justin Bridou. On a tous mangé une fois du bâton de berger, voilà l'apéritif. Voilà du côté d'Aoste. On poursuit avec le bleu de Bresse, le fromage, le bleu de Bresse, le Bresse bleu même aussi surnommé bleu de Bresse, qui est un fromage au lait de vache pasteurisé, à la pâte persillée, produit en Bresse depuis sa création en 1952. Il appartient au groupe, un groupe Savantia Fromager d'Ari. Donc c'est un fromage qui n'existe que depuis les années 50. C'est un fromage assez moderne, grâce à l'immigration italienne. Ce qui fait que il fallait en fait trouver un nouveau fromage, parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus le gorgonzola. Par exemple, et on a décidé de faire un fromage qui ressemble au final au gorgonzola, c'est-à-dire un fromage très crémeux, mais un bleu très crémeux en fait, hein. C'était ça l'idée. Donc c'est un fromage qui est inspiré du gorgonzola aujourd'hui. Il est produit aujourd'hui par 5 coopératives qui se regroupent sous une union qui s'appelle Bressor. Donc c'est un fromage industriel, hein. Ce fromage Bresse bleu, on l'a tous vu dans les boîtes, dans le supermarché. Il y a un logo qui est assez reconnaissable du côté de ce fromage. On passe aux gaudrioles. Les gaudrioles, c'est un petit biscuit qui est fait dans une boulangerie de Bourg-en-Bresse. Donc voilà, ces gaudrioles qui sont en forme de cœur et qui représentent la Bresse, avec notamment cette poule, voilà, ce coq plutôt, qui est au milieu, qui est le coq de Bresse. Voilà, alors c'est un gâteau qui se fait avec une pointe de farine de maïs torréfiée qui s'appelle la gaude. G-A-U-D-E, aujourd'hui c'est une horreur sur cette vidéo, et qui est une spécialité bressane et qui apporte une couleur foncée et ce goût unique aux biscuits. Alors vous avez des biscuits nature, mais vous avez également citron, caramel, passion coco également, ou chocolat. Et c'est des biscuits, par exemple, pourquoi pas pour un tea time notamment, du côté de ces biscuits qui existent également maintenant en version salée. Également pour l'apéritif, donc vous pouvez les retrouver, vous pouvez même les acheter en ligne, je pense. Je sais pas après s'il faut les récupérer à Bourg-en-Bresse, mais vous avez un site, voilà. Le site s'appelle les Godélices, voilà, si vous voulez aller voir du côté de ces petits biscuits. Et puis on termine avec deux choses. Déjà, les truffes au chocolat, on en avait déjà parlé l'an dernier, mais je rappelle un petit peu l'histoire. Les truffes au chocolat ont été inventées à Chambéry en décembre 1895. Pourquoi ça a été inventé, ces truffes au chocolat? Parce qu'on manquait de marchandises, tout simplement, pour les friandises de fin d'année. Voilà, on manquait de matières premières, on n'a plus assez de chocolat. Alors comment faire pour un petit peu allonger ce chocolat et pour que les gens soient contents et achètent toujours des produits et qui nous engueulent pas et qui nous lancent pas des tomates pourries? Eh bien, on a alors l'idée de mélanger de la crème fraîche, de la vanille et du cacao en poudre
le plonger le tout dans du chocolat fondu avant de l'enrober de poudre de chocolat. C'est comme cela que la truffe au chocolat est née. Et désormais, hein, vous en mangez à Noël, vous en trouvez partout dans les supermarchés de cette truffe au chocolat. Moi, j'adore les truffes au chocolat. Et donc, ça a été inventé à Chambéry. Et puis, on termine avec l'Opinel, qui est également de la région, les couteaux Opinel. Alors, vous avez cette petite image avec les différentes tailles de couteaux inventés par Joseph Opinel en 1890 du côté de Gévaudas, qui est un hameau d'Albier-le-Vieux. Voilà. Donc il va faire ce couteau, c'est le jeune homme fabriqué parallèlement pour ses amis des couteaux de poche, parce que de part il était taillandé de métier. Et puis ça va être un petit peu du bouche à oreille, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont vouloir son couteau. Et puis aujourd'hui, en 2015, plus de 350 millions de couteaux ont été fabriqués et vendus dans 71 pays différents, parce que l'Opinel, la marque, a perduré malgré la mort de son fondateur, et elle est toujours détenue par la famille Opinel. Et c'est son fils aîné, Denis Opinel, et François Opinel, qui est aujourd'hui président de la société. Donc ça appartient toujours à la famille Opinel, voilà. Alors on utilise du bois de merisier pour le manche, la lame est en acier avec une haute teneur en carbone, ce qui va donner un bon tranchant. Mais ça nécessite d'être régulièrement aiguisé et ça doit être gardé propre pour éviter le ternissement et la rouille. Alors maintenant, le modèle original n'est plus en merisier mais en bois de hêtre, issu de la forêt de Chartreuse ou encore du Vercors. Et puis la lame en acier est désormais soit en haute teneur en carbone, soit en acier inoxydable pour un entretien plus facile. Alors vous pouvez également avoir un manche en chêne, en noyer, en olivier ou même en bouleau par exemple, si vous voulez des couleurs différentes. Voilà, alors vous avez des couteaux à lame fixe ou encore à lame repliable. Voilà, et c'est fabriqué, l'usine elle est où ? J'ai pas où se trouve l'usine, peut-être, voilà, mais vous avez plusieurs numéros de couteaux. Alors les numéros de couteaux, c'est la taille de la lame qui va de 3,5 cm pour le numéro 2 à 21 cm, ce qui correspond au couteau à pain pour le numéro 216. Et vous avez même maintenant un sécateur du côté de la marque Opinel. Donc vraiment tout ce qui est tranchant et coupant est fabriqué par la marque, pardon, Opinel. On passe désormais à la partie histoire du côté de ce Tour de France femmes. Bourg-en-Bresse, bien entendu, a accueilli beaucoup d'étapes du Tour de France. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est un lieu assez intéressant, soit pour partir des Alpes ou pour arriver dans les Alpes. Donc parfois on a eu des étapes de plat qui partaient de Bourg-en-Bresse. Parfois, on a eu des étapes un peu plus de montagne. Et puis parfois, le Tour a traversé cette ville. Mais cette ville a été énormément de fois traversée par le Tour. Je pensais qu'il y avait plus d'arrivées d'étapes et de départs d'étapes depuis Bourg-en-Bresse. On est à 3 arrivées d'étapes et 4 départs. La première arrivée d'étape, c'était en 2002. Et ça devait être la première victoire de Tour Usoft en 2002 sur l'étape numéro 18. Ensuite, on a eu Tom Boonen qui a gagné en 2007. Le lendemain, on avait une étape qui arrivait au Grand Bornand et qui partait de Bourg-en-Bresse. C'était une étape arrivée. Donc ça, c'est toujours très intéressant, ce qu'on n'a pas vu sur ce Tour de France 2025 chez les garçons. On a eu également l'étape Bourg-en-Bresse-Champagnole qui avait été remportée par Søren Kragh Andersen. Et puis la dernière en 2023, remportée par Kasper Asgreen. Les deux derniers vainqueurs étaient des vainqueurs danois. Alors, est-ce que ça donnera des idées aux Danoises sur ce Tour de France femmes? C'est ce qu'on verra du côté de cette étape. Du côté de Chambéry, eh bien, on n'a pas eu souvent d'arrivée d'étape du côté de Chambéry. 2 départs d'étape pour une seule arrivée d'étape. La dernière fois, c'était en 2017, victoire de Rigoberto Urán sur l'étape qui partait de Nantua.
On en avait parlé, même de cette étape remportée par Ourad. Sinon, eh bien, on a eu 2 départs depuis Chambéry. La première fois, c'était Chambéry-les Arcs, remporté par Luc Leblanc. La deuxième fois, c'était Chambéry-Gap, remporté par Sergio Paulinho, vice-champion olympique, on se souvient tous, derrière Bettini. C'était en 2004 du côté d'Athènes, pour ceux qui ont vu cette course en direct qui s'était déroulée sous la canicule. Alors dans les côtes au programme de cette étape, la côte de Saint-Frand n'a jamais été traversée par le Tour de France homme ou femme. Pareil, non, la côte de Berland, pardon, a déjà été traversée par le Tour de France, mais c'était en 1987 sur l'étape numéro 20 et en 2017 sur le Dauphiné. Sur les dernières années, c'est le Alpe Isère Tour qui est passé par cette côte de Berland. Et puis le col du Granier, traversé à 7 reprises par le Tour de France. La dernière fois, c'était en 2012, c'était l'étape numéro 12 qui avait été remportée par David Millar, qui avait gagné cette étape, qui arrivait à Annonay. Les côtes étaient plutôt en première partie de journée. Il avait battu Jean-Christophe Perrault dans un sprint à 2. Et c'est peut-être la seule victoire qu'on conserve du palmarès de David Millar. Parce que ensuite les autres, il y a eu les 4 dopages du côté de David Millar. Donc je ne sais pas si elles ont été conservées au final dans sa carrière. Celle-là si, parce qu'il n'a pas été rechopé pour dopage ensuite derrière. Voilà, du côté de David Millar. Et puis donc dans cette commune ce col du Granier a été traversé par le Dauphiné en 2024. Et là, c'était Primož Roglič qui s'était imposé sur cette étape. On avait ce col qui était en fait le premier col de la journée important. Et puis on arrivait du côté du Collet d'Alevar. Et c'était là où Primož Roglič avait su faire la différence. Et puis du côté de la ville de Chambéry, eh bien, chaque année vous avez le Grand Prix féminin de Chambéry qui se déroule dans la ville. Dernière vainqueur, Erika Medialdi. Et on a dû Gladys Verhulst, Victor Egelman, encore Brody Chapman qui se sont imposés dans cette commune de Chambéry. On passe tout de suite du côté de cette étape aux cyclistes du jour et bien on parle de Pierre-Luc Périchon. Pierre-Luc Périchon, ancien coureur cycliste professionnel, passé notamment par Fortunéo, donc par l'équipe Arkea désormais, mais également par Cofidis, qui a été professionnel pendant une dizaine d'années. Voilà, Pierre-Luc Périchon qui est arrivé chez les professionnels assez tard dans sa carrière, à 25 ans, ce qui déjà en 2012 était tard, hein, parce que je rappelle qu'en 2012, on avait aussi Romain Bardet qui commençait sa carrière chez les professionnels. Bon grimpeur, équipier modèle, Pierre-Luc Périchon, vainqueur notamment de Paris-Camembert dans sa carrière. Il a participé 7 fois au Tour de France, très souvent dans ce rôle d'équipier et de baroudeur, une fois au Tour d'Italie, une fois au Tour d'Espagne. Et désormais, Pierre-Luc Périchon qui a un projet d'équipe cycliste pour le Français qui avait également remporté la Poly-Normande dans sa carrière. Et son objectif, c'est de faire une équipe cycliste avec un projet un petit peu révolutionnaire du côté de Pierre-Luc Périchon. Vous savez que moi j'ai toujours peur avec ce côté révolutionnaire parce que des fois on a des belles catastrophes. C'est de créer une équipe qui est un fan club, une sorte de socios, voilà, du côté de cette équipe, et surtout qui a un attachement important de ses supporters. Parce qu'il disait que dans le cyclisme, contrairement à d'autres sports comme le football, comme le rugby, vous avez très peu de supporters d'une seule équipe. Soit on aime un coureur, mais souvent on aime le cyclisme en général. Voilà, on aime plutôt un coureur. Alors, il y a des coureurs qui nous intéressent plus que d'autres, il y a des équipes qu'on préfère plus que d'autres, mais on n'est pas supporters d'une seule équipe. Les gens qui sont supporters d'une seule équipe ou d'un seul coureur sont extrêmement rares dans le cyclisme, ce qui fait que c'est compliqué de vendre du merchandising. On en vend même de moins en moins. Il faut le savoir, hein, les maillots d'équipes cyclistes se vendent de moins en moins, notamment du côté des amateurs de la Petite Reine. Et il a envie voilà, de créer ce projet dès l'an prochain. Hein. Il voulait le lancer en deuxième division. Je ne sais pas où ça en est pour le moment, parce qu'on a eu assez peu de nouvelles informations sur ce projet. On sait qu'il y a aussi le projet de Vincent Lavenu, parce que je pense à Chambéry, on n'est pas très loin avec Ninon Lavenu, mais Vincent Lavenu aussi qui a ce projet avec Ma Petite Entreprise. Normalement, il devrait lancer l'équipe féminine l'an prochain,
l'équipe masculine devrait être lancée en 2027 avec ce projet également de conglomérat d'entreprises. Ce qu'on n'a jamais eu véritablement en France, avec plein de petites entreprises qui se réunissent sous le nom Ma Petite Entreprise pour lancer cette formation. On passe désormais à la météo pour cette journée. Eh bien, on devrait avoir des conditions sèches, même si quand même pendant toute la journée il va y avoir un risque de pluie aux alentours de 20%. Ça reste minime, mais vu la difficulté technique de finale, eh bien, il va falloir faire attention de ce côté-là. Le temps normalement donc sera sec, température en pleine entre 23 et 26 degrés, avec un vent de nord-ouest entre 10 et 30 km/h qui va pousser les concurrentes au début, mais sur la fin, dans la dernière difficulté du jour et dans la descente, le vent devrait être plutôt défavorable. Donc il faudra faire attention, défavorable 3/4 face même dans la descente. Donc faire attention parce que vent du 3/4 face, ça veut dire parfois que ça peut être un peu plus technique, surtout pour les petits gabarits dans la descente. Je pense à Nevia Doma ou pourquoi pas également à Pauline Ferrand, Prévost, qui ne sont pas forcément les plus gros gabarits du peloton. Du côté du col, du dernier col de la journée, 19 degrés et avec les mêmes risques de pluie, les mêmes conditions de vent. Il n'y a pas plus de vent sur le sommet de la dernière difficulté du jour. La stratégie... Si l'échappée veut gagner, il faut qu'elle prenne énormément d'avance. Et que le peloton soit d'accord. En fait, il faut que le peloton soit d'accord. C'est pas toi qui va avoir les clés en main. C'est le peloton qui décidera. Et je pense que le peloton ne va pas décider de laisser gagner une échappée. Comme très souvent sur ce Tour de France femmes. Par rapport aux garçons, déjà parce que la course ne dure pas 3 semaines, donc il y a moins d'opportunités de s'imposer sur un Tour de France femmes. Donc je pense que beaucoup de filles ont envie d'aller chercher la gagne aujourd'hui. Alors il y aura une bagarre pour aller prendre l'échappée, mais comme il va y avoir une bagarre pour prendre l'échappée, l'étape est assez courte en termes de kilométrage, j'ai peur que ça soit quand même compliqué de faire la différence du côté de cette échappée et de réussir vraiment à faire... oui, à s'imposer du côté de cette étape, parce que ce qu'il faut quand même se mettre dans la tête, c'est qu'avec une journée qui fait 160 km, bah, si l'échappée met 1h30 à sortir, on est déjà à 90 km de l'arrivée, quoi, en gros. Donc 90 km de l'arrivée, en sachant que les premières difficultés sont dans les 50 derniers kilomètres, ça risque quand même en 1 heure de course d'être compliqué de prendre 6-7 minutes d'avance, et je pense que vu la difficulté finale du parcours, il faudrait au moins ça. Du côté des concurrentes qui vont s'imposer aujourd'hui, forcément il faut une fille qui soit douée en descente. Si t'es pas doué une Sarah Giganti ne gagnera pas cette étape. Voilà. Il faut être doué en descente du côté de cette journée. Ça va être une obligation, voilà, sur cette journée. Et moi j'ai vraiment peur de la grosse chute. J'ai vraiment peur que des filles prennent beaucoup trop de risques et que ça provoque une chute à la fin. Du côté de mes favorites, j'ai mis Pauline Ferrand-Prévot. J'ai mis également Anna van der Breggen. Pauline Ferrand-Prévot parce qu'il y a les restes du VTT. Anna van der Breggen parce qu'elle a fait quand même pas mal de gravel depuis quand elle a arrêté, pendant sa pause. Je pense à Rouille Ekers, pas forcément la plus dangereuse au classement général, donc on lui donnerait peut-être un petit peu de pécule d'avance avant la descente. Et puis on aurait pu penser pourquoi pas également à une Malcotti, l'italienne, mais j'ai l'impression que l'enchaînement de Giro Tour est compliqué. Je mets pas Vollering, encore une fois à cause de la descente, c'est pas forcément la meilleure en descente Vollering, donc elle, il faudra qu'elle prenne quand même pas mal d'avance auparavant. Grosse cote, Carbaol, c'est l'une des meilleures descendeuses du peloton. Elle est capable de revenir de l'arrière, donc il faudra se méfier de Cédrine Carbaol. Programme télé, départ à 13h30, j'ai oublié de marquer combien de temps dure le fictif, donc c'est que ça ne doit pas durer très longtemps du côté de Bourg-en-Bresse. Lagneux à 119 km de l'arrivée entre 14h33 et 14h37. Gros les Saint-Benoît, le sprint intermédiaire entre 15h18 et 15h25. La Côte de Saint-Front entre 16h14 et 16h27 pour une arrivée prévue entre 17h30 et 17h53. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!